Alors les Européens ont déployé une mission militaire au Groenland dans un contexte de désaccord entre la partie concernée, c'est-à-dire le Groenland, le Danemark et Washington. Quel message veut envoyer le vieux continent à la Maison-Blanche à travers ce déploiement militaire au Groenland? Bonsoir, merci pour votre invitation. Il y a eu égard aux dernières aussi déclarations des dirigeants européens ces derniers jours, ces dernières semaines. Certains analystes pouvaient parfois avoir l'impression qu'il y avait un manque, on pourrait dire, de détermination et que, évidemment, cette ligne de fracture au sein de l'OTAN crée une forme de confusion. Et là, la décision du Danemark d'inclure dans les exercices donc Arctic Endurance des alliés, d'autres alliés de l'OTAN, l'exclusion évidemment des États-Unis, c'est premièrement, on pourrait dire, non pas une démonstration de force. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a des effectifs assez limités, même très très limités. C'est pas un corps expéditionnaire, mais il s'agit plutôt peut-être de montrer aux États-Unis une forme d'unité politique de façade. Et puis, en stationnant des troupes sur place, évidemment, on pourrait rendre plus difficile, malgré même le nombre limité de troupes, une hypothétique, pour l'instant, intervention américaine. Mhm. Et les parties impliquées dans ce contentieux territorial sont membres de l'OTAN. Alors, quelle direction va prendre l'Alliance dans ce dossier? Dans quelle posture se trouve l'Alliance OTAN? Bon, comment dire, ce cas du Groenland pose effectivement un gros problème pour l'OTAN, puisque c'est une division interne assez sérieuse, notamment entre eh bien, la plupart des membres européens de l'OTAN et puis leurs grands parrains, les États-Unis d'Amérique. On avait déjà eu dans le passé parfois des crises internes, comme quand il y a des tensions entre la Grèce ou la Turquie ou la question de l'occupation turque de Chypre. Ce sont des questions qui effectivement créent parfois des remous au sein de l'OTAN. Mais dans le cas du Groenland, on est devant quelque chose de plus fondamental. Le risque de division au sein de l'OTAN est fort. Est-ce qu'il y aura un éclatement? Ça va dépendre de la suite de la crise. Est-ce qu'il y aura une confrontation militaire? On peut en douter. Ça signifierait effectivement la fin de l'OTAN clairement. On peut peut-être s'attendre à un bras de fer diplomatique, géopolitique entre les membres européens de l'OTAN, les États-Unis. Et les États-Unis peut-être cherchent aussi avant tout, devant cette démonstration de force, ces déclarations aussi de Tony Trump, de Donald Trump, peut-être pas tant à annexer le Groenland qu'à essayer vraiment de le placer dans sa sphère d'influence économique et d'y avoir, on pourrait dire, des accès privilégiés. Monsieur Jacquet, il y a quelques mois, à peine quelques mois, lorsqu'on évoquait les ambitions des États-Unis au Groenland, on disait non, c'est juste une maladresse du président américain, on est uniquement dans le verbal. Mais depuis quelques jours, là, le président américain Donald Trump semble bien déterminé à conquérir ce territoire. Donc, sommes-nous en pleine crise? Oui, c'est une crise évidemment dans les relations transatlantiques au sein de l'OTAN et dans les relations aussi bilatérales qu'entretiennent de nombreux pays européens avec le grand partenaire américain. Maintenant aussi, encore une fois, Donald Trump a des déclarations très tonitruantes. Parfois, certains disent que c'est lié à son style de négociation brutale, qui consiste ensuite à être sur des positions plus modérées. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une intervention terrestre américaine au Groenland signifierait vraiment la fin de l'OTAN, et je doute que cela se passerait de cette manière. Les propos de Donald Trump, en fait, ont ce poids, en particulier ces jours-ci, puisqu'il y a eu évidemment l'intervention et la capture, l'enlèvement de Nicolas Maduro au Venezuela, et puis qu'il y a les tensions grandissantes aussi avec l'Iran suite à tous ces événements en Iran. Donc on se demande si Donald Trump va passer à l'acte, vu qu'il a, dans le cas du Venezuela, pris une décision assez directe, brutale. Mais encore une fois, il n'a pas envahi le Venezuela, donc est-ce que les États-Unis envahiraient le Groenland? On peut en douter. Je crois que c'est un rapport de force visant vraiment, encore une fois, à essayer d'amener le Groenland dans une sphère d'influence américaine et puis d'en faire peut-être un territoire un jour, à l'image de Porto Rico et d'autres, mais en tout cas plutôt dans le court et moyen terme, plutôt vraiment d'avoir un accès privilégié aux ressources du Groenland, puisque la menace chinoise ou russe que agite Donald Trump n'est vraiment pas crédible et peu de gouvernements européens y croient d'ailleurs. Oui, justement, Monsieur Jacquet. Alors, tout porte à croire que les États-Unis sont en position de force sur ce dossier. Dans ce contexte, est-ce que le Danemark et le Groenland ont les moyens de dire non et obtenir gain de cause? Alors, encore une fois, je doute qu'il y aura une escalade qui mène à une confrontation militaire, en tout cas pas dans le court terme. Et on pourrait avoir à nouveau Donald Trump qui parle de tarifs, c'est-à-dire de tarifs douaniers, de taxes mises sur les produits européens, et puis aussi peut-être ça j'en doute peut-être en tout cas dans les médias, mais de sanctions contre des personnalités européennes.
Par contre, il serait aussi possible, on l'a vu, Donald Trump a fait un appel à la population groenlandaise, comme il essaye de le faire à l'Iran ou à d'autres populations au Venezuela, en proposant de donner de l'argent à la population. Bon, c'est très discutable. Mais Donald Trump, en tout cas le gouvernement américain, pourrait essayer de jouer aussi peut-être sur les sentiments autonomistes, voire, imaginons, indépendantistes de certains Groenlandais, pour essayer aussi justement de détacher ou d'éloigner de plus en plus le Groenland du Danemark. Mais encore une fois, ça reste peut-être encore hypothétique. Et c'est, je crois, cette année et les prochaines semaines qui nous montreront un peu quelle sera justement la politique que va appliquer Donald Trump. Merci pour cette analyse, Monsieur Gilles-Emmanuel Jacquet. Je rappelle que vous êtes chargé de cours en relations internationales et analyste. Vous étiez avec nous en direct depuis Genève, en Suisse. Merci à vous. Alors, en dépit d'un mouvement diplomatique intense de la part des Européens, la position américaine reste inchangée. Le président Donald Trump ne fait aucune concession sur ses projets au Groenland. Comment expliquer cette situation ? Alors cette situation, elle s'explique par diverses raisons. L'une des raisons, c'est que Donald Trump, le président américain, avait déjà exprimé des velléités lors de son premier mandat d'annexion en fait du Groenland. Il faut savoir que c'est un projet qui est très ancien, qui remonte au 19e siècle et qu'à plusieurs reprises, les États-Unis ont essayé en fait d'acquérir le Groenland. La réaction européenne, c'est-à-dire cette réaction particulièrement molle, elle est surprenante, elle est étonnante parce que l'on a affaire à une opération qui s'attaque à la souveraineté d'un État européen, même si le Groenland a un statut particulier, mais en même temps, elle rend compte d'une certaine faillite des élites européennes qui n'ont pas su analyser et comprendre la relation avec les États-Unis comme la relation en fait d'un ensemble géopolitique face à un concurrent. Et en fait, l'Europe, d'une certaine façon, surtout ces dernières années, a accepté un rôle de vassal, plus particulièrement chez les élites, qui les empêche en fait de comprendre le rapport de force qui est tout à fait naturel chez les Américains, qui ont toujours considéré l'Europe comme un rival à soumettre et à vassaliser. Et aujourd'hui, c'est ce que l'on voit avec cette attitude particulièrement étonnante sur cette question du Groenland. Et on l'a vu dans le commentaire qui a précédé aujourd'hui, les Danois dans la rue, ils ont dit non. Mais sur le plan diplomatique et juridique, est-ce que Copenhague possède réellement les moyens pour dire non à Donald Trump ? Alors c'est extrêmement compliqué de répondre à cette question parce que le Groenland en fait dépend d'un statut particulier parce qu'en réalité il s'agit d'un territoire entre guillemets autonome qui a déjà exprimé le souhait à travers ses populations de devenir indépendant. Il y a eu des votes, des référendums qui n'ont pas abouti, mais en fait il faut prendre en considération que le Groenland répond d'un statut spécial et qu'une partie importante de la population en fait souhaiterait l'indépendance et c'est en fait là-dessus que Trump est en train de jouer et c'est ce qui rend difficile en fait la position du Danemark seul et qui en même temps se trouve ne pas comment dirais-je, bénéficier d'une solidarité forte des principaux États de l'Union européenne qui semblent être complètement tétanisés par rapport à cette situation, qui semblent les dépasser, mais en réalité, en l'absence de réaction forte, la présidence américaine semble autorisée à vouloir continuer dans ce projet qu'elle saura faire aboutir d'une façon ou d'une autre, soit par rachat, soit par un accord tacite avec le Danemark ou éventuellement même par la force. Et justement, Monsieur Lemissi, avant la déclaration de la présidence américaine sur le Groenland, certains bien-pensants européens ont accusé la Russie d'avoir des ambitions expansionnistes sur ce territoire. Mais là, on voit bien aujourd'hui que le projet d'annexion vient clairement de l'autre côté de l'Atlantique. Comment analyser cette situation ? Bon, c'est une accusation complètement ridicule, c'est comme un espèce de transfert de culpabilité, c'est-à-dire que l'on a affaire à une Europe impuissante qui n'est pas capable de pouvoir exprimer son point de vue, de défendre ses intérêts vis-à-vis des États-Unis, et puis qui essaye d'attirer l'attention sur la Russie. C'est un argument également qui a été repris par la présidence américaine, qui a mis en évidence le fait que les États-Unis pouvaient s'autoriser l'annexion du Groenland parce que sinon la Chine ou la Russie le feraient. C'est un argument complètement ridicule. Mais ce qu'il faut mettre en évidence, c'est que la volonté d'annexion du Groenland, côté américain, répond en fait d'une montée en puissance à la fois de la Russie et de la Chine dans la région, à travers notamment le projet des nouvelles routes commerciales polaires permises par le réchauffement climatique.
Il ne faut pas oublier, en parlant de la Chine est associée à la Russie dans ce grand projet sur lequel aujourd'hui la Russie est en position de force absolue, puisque c'est le seul pays aujourd'hui qui dispose d'une flotte de brise-glace et notamment de brise-glace nucléaire conséquents qui lui permettent en fait de disposer des moyens de sa politique, qui est de vouloir concurrencer à terme les routes commerciales qui relient notamment l'Asie de l'Est à l'Europe. On a à faire une grande reconfiguration géopolitique et en vérité, si les Américains veulent annexer le Groenland, c'est pour pouvoir être de la partie et également mettre la main sur des ressources énergétiques, notamment pétrolières et gazières, très importante. On parle peut-être de 30% de réserves gazières mondiales non encore exploitées présentes au Groenland, sans compter toute la famille des matériaux stratégiques, ce qu'on appelle également les terres rares. Merci infiniment pour cet éclairage, Monsieur Hicham Lemmissi. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique, vous étiez avec nous en direct depuis Genève. Merci à vous. Alors l'intégration du Groenland aux États-Unis en ferait l'une des deux plus vastes puissances au monde, après la Russie. Ce serait la première fois en plus de 100 ans que le pays va s'élargir à nouveau. À quelle figure de l'histoire américaine pourrait-on comparer aujourd'hui Donald Trump si son initiative venait à aboutir? Bon, Trump, je pense que Trump, je pense qu'il se mesure déjà lui-même. En fait, Trump fait du Trump. Alors c'est clair que l'élargissement, ça serait pas des moindres, puisque le Groenland représente 4 fois la surface de la France. Maintenant, Trump, il faut se poser les questions, plutôt la question, quelles sont les motivations de Trump? Alors ça peut être bien sûr mercantile et crapuleux, comme il a déjà fait avec d'autres régions, où il regarde que le business, donc faire du business. Ça peut être mégalomane, puisqu'il est aussi mégalomane. C'est ce qu'on vous dit, donc ça veut dire agrandir depuis 100 ans, agrandir le territoire des États-Unis, et gagner ainsi une profondeur de champ face à la Fédération de Russie et face à son ennemi déclaré, qui est la Chine avant tout. Mais si on regarde sur le plan factuel, pragmatique, c'est vrai que ça part, en fait, ça a du sens. Vous savez, grâce à ou à cause de la fonte des glaces, maintenant, le cercle arctique où je me trouve actuellement, je me trouve à Tromsø, donc c'est au nord de la Norvège, sur le premier cercle arctique polaire. En fait, on appelle ça la route polaire de la soie ou la route de la soie glacée. C'est une route qui est très convoitée actuellement par la Chine parce qu'elle présente l'avantage de réduire la distance entre l'Asie du Nord-Est et l'Europe du Nord par rapport à la traditionnelle via le canal de Suez de 30 à 40%. Donc on parle avant tout de route commerciale. Donc par rapport à ça, si Trump continue sa stratégie de se mettre, en fait, de s'opposer face à la Chine, c'est pas du tout illogique ce qu'il est en train de faire. Ce désir, voilà, de s'emparer du Groenland reflète fidèlement la logique du président américain qui fait passer les intérêts des États-Unis avant tout le reste. Dans un contexte où les États-Unis fêtent leur 250e anniversaire, Donald Trump souhaiterait-il saisir cette opportunité pour, voilà, entrer dans l'histoire de son pays? Ah, mais Trump, de toute manière, donc il rentrera dans l'histoire de son pays puisque c'est le premier président qui a été élu 2 fois, donc pour 2 mandats distincts. Et puis Trump, il rentrera dans l'histoire des États-Unis parce qu'il nous a jamais autant stressé avec son premier mandat de 2016 et puis et le mandat actuel où on se rend compte qu'après une année de bilan, si on fait le bilan après une année, il a rien fait. Il n'y a pas de cessez-le-feu réel à Gaza. Il a simplement kidnappé, en fait, séquestré le président Maduro, mais il aurait pu faire la même chose avec Zelensky. Si le réel motif c'était le narcotrafic et puis la corruption, il pourrait le faire aussi avec M. Zelensky. Son problème, Trump fait du Trump. Ce qui est sûr, c'est qu'il lui reste encore 3 ans. Donc on verra s'il rentrera dans l'histoire des États-Unis. Maintenant, c'est vrai que s'il viendrait annexer le Groenland, ce qui a du sens, automatiquement, il rentrera dans l'histoire. Maintenant, le Groenland, il part du principe suivant, c'est que le Danemark s'en est pas beaucoup occupé jusqu'à maintenant, et que si lui, il n'intervient pas, il risque, en tout cas c'est ce qu'il prétend, il risque de se retrouver demain avec comme voisin la Chine ou la Fédération de Russie. Ce qui, bien sûr, ce qui est fallacieux. Donc on voit difficilement la Chine et la Fédération de Russie prendre le Groenland, mais c'est vrai que la Chine s'intéresse beaucoup à l'Arctique. La Chine qui se déclare déjà, même si la Chine n'est pas riveraine de l'Arctique, la Chine se déclare déjà État quasi-arctique et pèse dans les décisions du Conseil de l'Arctique.
Et l'autre partie de ce contentieux, les Européens, de leur côté, semblent plutôt préoccupés par le Mercosur et les intérêts de l'Ukraine que par ceux de leur propre population. Les actions de Donald Trump pourraient-elles augmenter les exigences de la population européenne pour une politique plus souverainiste de l'Union européenne? Alors ça serait le moment, parce que vous savez, en termes d'armement, il faut peut-être rappeler que 9 membres de l'Union européenne, qui sont les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, l'Italie, la Pologne, la Finlande, l'Allemagne, la Grèce et la République tchèque, ont choisi le F-35 comme chasseur-bombardier furtif. Et on sait très bien que le F-35 ne peut fonctionner qu'avec l'accord et puis l'outil technologique des États-Unis. Donc ils n'ont pas choisi leur souveraineté. Ils n'ont pas eu le courage et la dignité de pays comme le Portugal et l'Espagne qui ont renoncé à acheter le F-35. On voit mal dans ce cadre-là comment les voisins, ou plutôt les alliés du Danemark, entre guillemets, puisqu'on voit que l'Allemagne déjà se retire, on voit mal comment les pseudo-alliés du Danemark pourraient faire quelque chose. Mais par contre, c'est vrai que les Européens, plutôt la population, peut se poser des questions si est-ce qu'il faut continuer à acheter américain. Et puis peut-être aussi un petit retour de l'histoire, c'est que le Danemark n'a pas été très correct avec les membres de l'Union européenne sur ces dernières années. N'oubliez pas le scandale avec l'affaire Échelon, où le Danemark, durant des années, a épié et a écouté les dirigeants, par exemple la chancelière Angela Merkel, le président François Hollande, des dirigeants suédois, norvégiens, donc hollandais, des responsables politiques et des entreprises allemandes et françaises et suédois. Le Danemark a toujours été, je ne voudrais pas être médisant, mais le caniche des États-Unis. Donc premièrement, le Danemark est très mal récompensé aujourd'hui, donc le Royaume du Danemark, mais le Royaume du Danemark a un contentieux par rapport à la loyauté vis-à-vis de ses collègues membres de l'Union européenne. Et dans ce contexte, 8 pays européens sont menacés de surtaxes douanières par le président américain Donald Trump s'ils ne vont pas accepter, bien sûr, ce projet du Groenland. Jusqu'où peut aller le président américain dans sa démarche? Le président Donald Trump peut tout faire. N'oubliez pas que la négociation des taxes douanières pour les membres de l'Union européenne repose sur les épaules de Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, et c'est elle qui, jusqu'à maintenant, est en première ligne. Et le dossier, que ce soit un succès ou un échec, va dépendre uniquement de Ursula von der Leyen. Donc, autant dire que l'Union européenne est très, très mal positionnée. En fait, il y a rien qui va pour l'Union européenne actuellement. Et le président français Emmanuel Macron a assuré que l'instauration de ces droits de douane ne va pas affecter l'engagement de la France au Groenland. Mais la vraie question n'est-elle pas de savoir si quelqu'un est réellement capable de tenir tête au président américain? Qui pourra tenir aujourd'hui tête au président américain? Actuellement, donc là on sait très bien, ceux qui tiennent tête au président Donald Trump, tout mégalomane qu'il est, c'est la Fédération de Russie et la Chine. Maintenant, est-ce qu'il a d'autres inquiétudes? À mon avis, il a d'autres inquiétudes. Ça, c'est plutôt à l'intérieur, c'est donc aux États-Unis même, puisque même le vice-président J.D. Vance prend ses distances. Et puis, Trump, qui est un mégalo, qui aimerait se croire pour Dieu, en fait, qui n'est pas croyant, puisqu'il aimerait être à la place de Dieu, il a quand même 2 maîtres à l'interne. Aux États-Unis, il a l'AIPAC, le lobby sioniste, et il a le complexe militaro-industriel qui est l'État profond. Ça veut dire que tant qu'il donne à manger, tant qu'il nourrit ces 2 maîtres, il se maintient en place. Mais c'est vrai que sa situation peut être fragile. Très bien, merci pour cette analyse, Monsieur François Milin. Je rappelle que vous êtes ancien officier du renseignement militaire suisse. Vous étiez avec nous en direct. Merci à vous.